Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 85 chrono, comme chaque jeudi soir en direct, avec à mes côtés Alexandre Lenaour. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Aurélien. Vous allez notamment nous présenter les rendez-vous sportifs du week-end, mais on va aussi parler basket avec la fin de saison du RVBC, avec également l'entretien que vous avez réalisé avec Nicolas Seferiadis, le président du club des Sables Vendée Basket. Également présent sur ce plateau, notre expert cyclisme Simon Philippot. Bonsoir Simon. Bonsoir Aurélien. Et le cyclisme, ça va justement être le fil rouge de cette émission, le cyclisme féminin plus particulièrement, avec nos trois invités du club de la Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme, avec au centre du plateau le président Yannick Leclerc. Bonsoir. Bonsoir Aurélien. Et donc vous êtes entouré de représentantes de l'équipe Les Dynamips Clarisse Automobile La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme, c'est le nom entier, avec donc Delphine Ledoux, la directrice sportive. Bonsoir. Bonsoir. Et donc l'une des membres de cette équipe, Sarah Pop. Bonsoir. Sarah. Toute jeune équipe, première saison, puisque ça a été créé en fin d'année dernière. Justement, Simon, ça va être l'occasion de présenter un peu plus en détail cette équipe féminine lyonnaise. Effectivement, qui évolue au plus haut niveau du cyclisme amateur féminin en France, en N1. D'abord Yannick, pourquoi avoir voulu créer cette équipe ? On sait que le club de la Roche a toujours été un petit peu à la pointe sur la féminisation du cyclisme, mais il manquait une équipe d'échelle nationale. Ça y est, c'est chose faite. Oui, c'était un constat, en partant d'un constat que le cyclisme féminin était le parent pauvre du cyclisme tout court, et trop peu de licenciés au niveau national et trop peu de licenciés féminines aussi chez nous, en Vendée et à La Roche. Donc on a essayé de mettre en place des actions envers le cyclisme féminin, enfin, pour promouvoir et puis essayer d'augmenter ce nombre de licenciés. C'est chose faite. On a maintenant 50 licenciés au sein du club, alors qu'on partait il y a 6 ans de moins de 10. Donc le résultat est bon, et puis de fil en aiguille pour essayer aussi de conserver nos filles et puis d'en amener d'autres, de faire la promotion de ce cyclisme féminin, eh bien il fallait passer le pas pour avoir une équipe nationale au sein du club. Et c'est chose faite, voilà. Donc on est très content de cette équipe qui marche fort depuis le début de saison. Et puis on va essayer de conserver le maximum de filles et d'en amener d'autres pour pouvoir continuer dans ce chemin, dans cette voie-là. Oui, il y avait ce constat finalement qu'il y avait des licenciés chez les jeunes, mais qu'elles partaient parfois dans d'autres formations quand elles voulaient évoluer à un échelon supérieur. Oui, c'est ça. Oui. On n'avait pas de structure de haut niveau, donc finalement, dès qu'une fille avait un petit niveau supérieur aux autres, elle était happée par d'autres équipes, voilà, qui sortaient de Vendée. C'est le souhait aussi du conseil départemental et puis du conseil régional de garder nos féminines au sein de nos territoires. Donc finalement, ça tombe bien qu'on ait cette équipe-là. Et puis, en tout cas, le constat est bon. Le constat est bon. Justement, Delphine, directrice sportive de l'équipe. Un mot sur l'effectif. Alors, on parlera de Sarah dans quelques instants, mais elles sont plusieurs, avec Flavie Arnoux, Manola Audet, Maëva Neveu, Chloé Schonen-Berger, Marie Dezandez, Inès van der Linder, Coralie Savina et Colline Vincent. J'espère que je n'ai oublié personne. Comment on a créé cet effectif ? Parce que certaines étaient déjà au sein du club, d'autres non, il a fallu aussi recruter. Ouais, c'est ça. Il y en avait déjà 4 qui étaient déjà au club de la Roche-sur-Yon. Et du coup, pour le recrutement, j'ai regardé un petit peu les filles qui étaient susceptibles de pouvoir être en N1, celles qui étaient en N2 qui avaient performé. Et puis, je suis allée un petit peu au culot pour certaines d'entre elles, en essayant de les contacter et de me dire, de toute façon, on n'a rien à perdre. Et si elles viennent, c'est jackpot pour nous. Donc voilà un petit peu comment ça s'est passé. Et en 1 mois et demi, à peu près 2 mois, le groupe était constitué, quoi. Avec certaines qui ont plus d'expérience que d'autres, Sarah en fait partie. On va revoir quelques images, je crois, du circuit des plages vendéennes. C'était la première course de la saison, le premier rendez-vous et grand rendez-vous à domicile. Première étape, on retrouve 2 concurrentes de la Roche en tête. Sarah accompagnée par Chloé Schonen-Berger. Sarah, comment tu t'es sentie sur cette première épreuve au sein de cette nouvelle équipe, même si tu étais déjà à la Roche auparavant ? Super fière de porter le maillot à l'avant avec ma collègue Chloé. C'est la première fois qu'on courait ensemble, puisque c'était la première course de la saison.
Et non, je pensais qu'on a bien montré le maillot, on a fait le boulot. Non, c'était une belle course. Après, le résultat final n'était pas comme on aurait voulu, mais je pense que c'était une belle première course. Alors, belle première journée, effectivement, mais le lendemain, ça y est, c'était fait la première victoire contre la montre par équipe. Et vous vous imposez sur un exercice qui est loin d'être facile, surtout qu'on a une jeune équipe où tout le monde n'avait pas encore l'habitude de travailler ensemble. Après, on avait fait un stage déjà. On avait quand même fait un stage justement pour travailler ce chrono-là, sur un week-end. Et puis, c'est vrai que le samedi soir, on s'est bien parlé pour justement finaliser les choses et être prête dès le lendemain. Et avec la motivation de tout le monde et l'envie de bien faire, je pense qu'on a créé un peu la surprise auprès de tout le monde. Mais nous-mêmes, on n'a pas forcément été surprise de ça parce que moi, je savais qu'on avait un bon groupe. Dès le départ, il y a eu vraiment une bonne cohésion entre toutes les filles. Et ça, pour moi, c'est ce qui était le plus important. Et c'est ce qui fait qu'on gagne collectivement. Donc la saison était bel et bien lancée. Alors, vous, Sarah, vous êtes une des cadres de cette équipe. Vous étiez dans le team L Pays de la Loire auparavant. Pourquoi avoir rejoint cette équipe de La Roche ? J'ai toujours été licenciée au club de La Roche. C'est un peu compliqué, le cyclisme féminin. On pouvait avoir cette double identité. Et quand j'ai appris que mon club montait sa structure N1, il n'y avait pas de décision à prendre, c'était fait, quoi. Et quelle bonne nouvelle pour moi, quoi. Alors, on continuera à parler cyclisme féminin, donc de cette équipe. Les Dynamips Clarisse Automobile La Roche-sur-Yon vont des cyclismes dans quelques instants. Voilà, j'ai réussi à le redire. Mais on va ouvrir une assez longue page basket maintenant, Alexandre, puisque ça y est, c'est la fin de saison pour l'équipe du RVBC en Ligue féminine. Mais avant de revenir sur leur dernier match, il y a eu un petit rassemblement sympathique en début de semaine. Exactement, quelques images insolites. Lundi soir, 24 heures avant leur dernier match de la saison, les Tigresses sont allées rendre une petite visite à leurs homologues de La Roche ESO. Une séance d'entraînement un peu spéciale était organisée à Saint-André-d'Ornay avec les footballeuses lyonnaises. Un moment décontracté entre les deux équipes. L'idée était surtout de décompresser pour les joueuses de Manu Body après avoir validé leur maintien. Et puis côté ESO, le groupe aussi d'Anthony Gauvin n'a plus rien à jouer à 2 journées de la fin. Tigresses et Ornésiennes, vous le voyez, se sont mélangés au cours d'une opposition sur un terrain réduit, un petit taureau même au milieu de la séance pour juger des qualités techniques. Et puis un moment sympa malgré la pluie qui n'a cessé de tomber lundi soir. Le RVBC souhaiterait d'ailleurs peut-être renouveler l'expérience pour la saison prochaine et puis aller à la rencontre des autres clubs lyonnais, le rink hockey par exemple ou encore le handball. Et donc mardi soir, dernier match de la saison, dernier match des Playdan qui était sans enjeu puisqu'on se connaissait déjà le classement final et qu'on savait que La Roche était sauvée, tout comme Landerneau qui est donc venu s'imposer à la Halle des Sports des Oudéry 61-54. Ah oui, l'essentiel était clairement ailleurs mardi soir pour la dernière danse des Tigresses à domicile. Le public des Oudéry a répondu présent et ce jusqu'au dernier buzzer de la saison, un dernier clapping et puis ultime tour d'honneur aussi avec les émotions. En effet, 3 joueuses du club disputaient mardi leur dernière rencontre sous les couleurs vendéennes. Ana Suarez, d'abord la capitaine espagnole du RVBC qui quitte le club après 3 saisons passées sous les ordres de Manu Body. Les émotions, bien sûr, pour Manu Body au moment de rendre hommage à son bras droit au sein de l'effectif. Hommage aussi, bien sûr, à Tiffany Clark, l'américaine qui s'en va après 4 ans à La Roche. Clark aura notamment laissé son empreinte avec 16 points de moyenne par saison, un record historique de 46 points claqué sur une seule et même rencontre l'année passée, record de LFB. Puis enfin, le club a aussi salué sa pivot Assit Ancone, précieuse dans les raquettes adverses tout au long de ces 3 saisons. Je vous propose de l'écouter justement. Assit Ancone serait rempli d'émotions pour elle et puis pour Manu Body. Ça fait un moment que je sais que là, ça va être le dernier match, mais je pensais pas du tout être prise autant par les émotions. Et surtout, tout l'amour qu'on ressent venu du public, ça fait vraiment chaud au cœur. Voilà, c'est 3 ans hyper intenses, 3 ans riches en émotions. Et là, c'est la fin de tout ça. C'est surtout, on a maintenu le club en Ligue féminine, ça c'était le plus important. Et je pense que c'est juste le relâchement de tout ça. Bon, le match, j'ai envie de te dire, il est anecdotique, quoi, tu vois, mais par contre... la communion à la fin et la célébration du départ de Assi, d'Anna et de Tiff, waouh, c'est incroyable. J'ai vécu une émotion incroyable quand même ce soir, tu vois, sur l'après-match. Il n'y a pas beaucoup de métiers qui peuvent t'apporter ça. Tu chiales quoi en fait. Hein. Ce soir, j'avais dit je pleurerais pas, mais tu vois, j'ai craqué. C'est des souvenirs qui te repassent en tête et on finit bien la saison avec un maintien et puis 3 grandes dames qui quittent le club avec une célébration et une émotion incroyable. Quoi. Alors tu vois, j'avais préparé mon petit briefing d'avant-match. Donc j'ai dit pour Anna, Madame Grinta, pour Assitan, Madame Loyal, et pour Tiffany Clark, Madame Régulière. Voilà, si tu veux résumer en un mot ces 3 dames, alors c'est trop peu, mais bon voilà, si tu veux un mot sur ces 3-là, il va falloir se pencher maintenant sur aller chercher des finances,
Puis après, derrière, finaliser le recrutement avec une belle équipe pour la saison prochaine au RVBC. C'est ça qui est essentiel, quoi. Il faut absolument qu'on se remette dans le top 8 parce que tu peux pas jouer plusieurs années de suite les play-downs parce que tu vas te faire peur pour finir et puis arrivera ce qui arrive à Saint-Amand, tu vois. Donc tu peux pas te permettre de rester comme ça. Donc voilà, il faut rejoindre le top 8 l'année prochaine. Et puis donc on va revenir sur ce départ d'Ana Suarez, qui était donc la capitaine espagnole du RVBC, départ qui est marquant pour l'équipe de La Roche. Évidemment, un départ marquant, mais avant cela, juste un petit tour quand même par le classement. Oui, classement. C'est ça, de ces playdowns de Ligue féminine. Alors le championnat a presque rendu son verdict, puisque la suite de la finale de LFB se déroulera encore ce week-end entre Villeneuve d'Ascq et Basketland. Pour les playdowns, c'est terminé. La Roche termine 3e. Saint-Amand part donc en LF2. Et puis vous le disiez, Aurélien, là, il y a 2 semaines, on découvrait le portrait d'Ana Suarez dans Les Visages du Sport, un épisode que vous pouvez d'ailleurs retrouver en replay sur tvvendée.fr. Et en séquence bonus de cet épisode, je vous propose une petite séquence souvenir. Nous avons demandé à Ana Suarez son meilleur moment à La Roche-Vendée Basket. Même question pour Manu Body. Quel souvenir l'a tout particulièrement marqué avec sa capitaine? Réponse tout de suite. I think about my first season here. I think because it was new. So my memories come from, I remember so much the travel that we did in Bologna. Maybe because everyone came, the physio, the osteopath. So I think it's something that you say with these kind of people, some moments that it was so beautiful, it was in the good moments. It's not only basketball, it's not only that we win, it's these kind of moments that I think I will take with me during long time. We win and we spend a lot of time together, we do a good party. So voilà, I think I will say this. Mon meilleur souvenir, c'est à Basketland. À Basketland, en fait, et elle m'avait donné la chair de poule et je dis putain, elle va pas pouvoir jouer. Et elle le sait que c'est mon meilleur souvenir. On en a déjà parlé, donc en fait, c'est toute une histoire. C'est-à-dire que on sort du Covid. It's true. Every time he remembers so much because we won the champions, with Basketland at that moment. And because of the coronavirus, we cannot spend the moment with the public, and I cannot take the trophy. I don't know the trophy, with the people and to save this moment. Elle est championne de France avec Basketland. Basketland ne la garde pas. Donc l'année d'après, elle a signé à La Roche. Et nous, on va à Basketland. Et donc le trophée, elle l'a jamais soulevé devant les gens de Basketland. Très bonne idée de Basketland, qui veulent rendre le début de match avec énormément d'émotion pour elle. Et donc, quelque part, l'amener à avoir quelques larmes ou la déstabiliser un petit peu. Donc, ils la font soulever le trophée juste avant le coup d'envoi du match et tout. Et donc, elle soulève le trophée. Elle a une ovation de la part de la salle François Mitterrand. Et on gagne là-bas. Et elle te fait un match fantastique. Donc, pas du tout déstabilisé. Alors que même moi, j'ai ressenti des émotions incroyables quand elle a soulevé le trophée. Et elle, tu vois, elle est restée stoïque. Et elle sort un match et elle nous fait gagner là-bas, tu vois. Et ça, c'est... Pour moi, tu vois, Suarez, grande classe. And it's true that Manu say, oh my God, if me I'm in your position, I will be so nervous. It's true, I was nervous, but it was beautiful moment. So I have a good moment and a good game, and we won, and it was amazing. So I can feel it why he said that. Et tu vois, et donc à la fin du match, t'as les gens qui descendent des tribunes et qui disent « Putain, on aurait dû garder la Suarez ». Et tu vois, voilà, c'est une anecdote et un souvenir fantastique que j'ai d'elle. Bon, il y en a plein d'autres, mais tu vois, celui-ci reste un peu en haut, quoi, tu vois. Voilà, beau souvenir donc pour Manu Body et Ana Suarez qui va prendre la direction de Montpellier. Exactement. On poursuit Alexandre avec les rendez-vous du week-end. Et pour démarrer direction les pelouses de National 2, ça y est, l'épilogue de la saison se profile en championnat et c'est une 26e et dernière journée à suspense qui attend notamment La Roche VF, co-leader de leur groupe. Les Lyonnais se déplacent à Bourges samedi soir. Les hommes de Frédéric Reculot devront faire un meilleur résultat que le Paris 13 Atlético, l'autre co-leader qui se déplacera à Angoulême. Si les deux formations venaient à l'emporter, ce sont les Parisiens qui seraient promus en national et cela à la faveur d'une meilleure différence de but particulière. Et puis sans enjeu, on notera aussi à l'extérieur le match des Herbiers face à Avoine-Chinon à l'étage inférieur en N3, 26e journée. Et là aussi, il va falloir regarder le haut de tableau et notamment le Vendée Poiré Foot. Les Genoux se déplacent en Mayenne à Château-Gontier. Une victoire assurerait au Poiré-sur-Vie la première place et donc l'accession à N2. Le groupe de Rabi Zéroal aura forcément un œil sur l'autre rencontre à l'extérieur puisque son poursuivant, la réserve du FC Nantes, reçoit Fontenay-le-Comte 4e. En milieu de tableau, match sans enjeu pour Châlons et la Châtaigneraie face à Choret et la réserve du Stade Lavallois. Plus rien à jouer non plus pour les Sables FCOC déjà relégués qui recevront Vertou pour ce dernier match de la saison.
En football, toujours l'ES Marsouin, Bretignolles-Brême organise la 12e édition de son tournoi international réservé aux moins de 17 ans. Des équipes venues de toute la France, mais aussi du monde entier seront de la partie. C'est à suivre tout au long du week-end au Parc des Sports de Bretignolles-sur-Mer. Et puis dernier mot de ballon rond, avec un autre tournoi, la Yellow Cup, tournoi international réservé aux U12 et U13. Équipes de Mayotte, d'Espagne et d'Italie figurent parmi les 32 engagés. Match à suivre dès 9h samedi et 8h30 ce dimanche. Un détour par les Pyrénées-Orientales, puisque c'est là-bas que se poursuit l'aventure du RC Sablé en phase finale de Fédéral 3. Dimanche, les Azur et Blancs affrontent l'équipe de Rivesaltes pour le match aller des 16e de finale. Match retour dans une semaine à la rue de Lierre. Le vainqueur de cette double confrontation sera promu en Fédéral 2. On termine cette première partie sur les parquets de basket. De samedi à lundi, les clubs de Saint-Jean-de-Mont et du Perrier organisent la 17e édition du tournoi Les Petits Champions. 1000 joueurs attendus sur ces 3 jours. Et puis le second tournoi de basket sera lui à suivre du côté de Sèvremont. Le SBC et le Haut-Bocage Basket Club organisent leur 7e tournoi national. Rendez-vous tout le week-end au complexe sportif du Mont-Mercure. Et d'autres rendez-vous à venir en fin d'émission, mais c'est l'heure maintenant de passer à l'entretien de 85 chrono. Et on reparle de nouveau basket, Alexandre, puisque vous êtes allé à la rencontre du président du club des Sables d'Olonne. Exactement, un président qui a vécu une saison mouvementée au Sable Vendée Basket, c'est Nicolas Seferiadis. Il est revenu notamment sur la saison du club, une mission maintien, une mission à succès, sur les nombreuses blessures aussi cette saison au sein du groupe. Il évoque la suite, l'avenir du coach Denis Métet et puis les ambitions pour la saison prochaine. C'est l'extrait de l'entretien de ce soir. Bonjour Nicolas Seferiadis. Bonjour Alexandre. Merci de nous accueillir ici. Salle Beau Séjour, la salle évidemment des Sables Vendée Basket dont vous êtes le président Nicolas depuis 2021. Alors on va revenir sur cette saison des Sables Vendée Basket qui s'est achevée ici même le 3 mai dernier avec une belle victoire face à Besançon. Une saison loin d'être évidente, mais tout d'abord Nicolas, quel est votre état d'esprit après cette saison qui s'est achevée sur un maintien en N1 ? Alors maintenant que c'est fini, on est heureux, mais c'est vrai que ça a été une saison assez éprouvante. Parce qu'on n'était pas du tout à la place qu'on souhaitait. Mais bon, on s'en sort bien, donc vous savez comment c'est. Après, on garde le positif et on regarde devant plutôt que de regarder derrière. Mais c'était une année éprouvante quand même pour tout le monde. Justement, alors cette seconde phase de National 1, elle a été quasiment parfaite avec 7 victoires en 8 matchs. Vous terminez premier du groupe C. Qu'est-ce qui, selon vous, explique de telles performances dans le sprint final qui était aussi crucial ? Alors en préambule, je dirais que c'est plutôt le début de saison qui a été compliqué. On avait une équipe pour jouer une autre poule, soit la poule moyenne avec certitude, soit peut-être même la poule haute. Bon, ça ne s'est pas passé comme ça, on a eu beaucoup de blessures. Donc effectivement, on a fait une super deuxième partie de saison. C'est ce qu'on va retenir, mais c'est un peu frustrant quelque part. Mais en même temps, on a fait le job. Après la 16e journée, il y avait 3 victoires seulement à mi-décembre. Des nombreuses blessures. Il y a eu Grégory Le Sort, il y a eu Jean-Michel Mipoca, il y a eu Quatarius Wilson également qui sont revenus un peu plus tard dans la saison. Il y a eu beaucoup de monde. Il y a des joueurs qui ont joué blessés aussi. Et ce qui fait aussi que parfois sur certains entraînements, Denis Métet est obligé de faire venir des jeunes joueurs, effectivement pour faire le nombre. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous êtes dit, cette saison va quand même être galère, le maintien, ça va peut-être pas passer? C'est pas ce qu'on espérait comme type de saison. Mais à aucun moment j'ai pensé ça. Parce que déjà c'est pas dans mon ADN. On a essayé justement avec Denis de transposer ça chez les joueurs, dans toute l'équipe, le staff. Comment est-ce qu'on fait justement pour transposer ce message-là ? On se réunit, on en parle ensemble et puis on essaie de créer de la motivation et de l'envie, quoi. Donc pour se battre. Donc on passe en mode mission, en mode guerrier, quoi. Est-ce qu'il y a eu un moment charnière comme ça où ce moment guerrier s'est activé ? Est-ce que vous avez quelque chose en tête peut-être ? Oui, j'ai quelque chose en tête. En fait, un matin à 7h, j'ai convoqué les joueurs, le staff. Et ça les a marqués. Alors, au début, ils n'ont pas forcément bien pris les choses, mais ils ont compris après quel était l'intérêt. C'était de montrer que c'est un travail, on est des pros. Et il va falloir remonter les manches et c'est ce qu'ils ont fait. Donc je les ai félicités en fin de saison et je leur ai aussi rappelé cette petite réunion qui les a certainement marqués. Mais bon, ça a été un déclencheur. Bon, après, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu un vrai travail derrière qui a été effectué par tout le monde. Et je pense que c'est justement ce collectif qui s'est mobilisé qui a fait la différence en deuxième partie. Si j'ai recruté Denis Métet en tant que coach, mais aussi manager de l'équipe première, le but c'était qu'il ait les clés. Il a les clés. Et lorsqu'on était à 6 défaites, 0 victoire, je lui ai dit une phrase qui était importante. Je lui ai dit on mourra ensemble ou on vaincra ensemble. Donc on a réussi à vaincre ensemble. Donc il faut absolument motiver ses troupes et être un marchand de
de positivisme, parce que sinon on s'en sort pas. Justement, on parlait de Denis Métet, entraîneur donc, de cette équipe première. Comment est-ce que vous jugez sa première saison, notamment aussi sur le plan managérial avec ce groupe ? Je trouve qu'il s'est vraiment bien adapté aux difficultés. À un moment donné, on a eu 3 blessés, on a eu 3 pigistes dans la même semaine, donc il a beaucoup travaillé. Hein. Quel va être son avenir à Denis Métet ? Est-ce qu'il est reconduit sur le banc la saison prochaine ou alors c'est un nouveau projet qui démarre ? Alors Denis, à la base, il a un contrat de 2 ans plus 2 ans en tant que coach. Étant donné que Jérôme Navier, notre general manager, a émis le souhait de ne pas continuer la saison prochaine, j'ai proposé à Denis, naturellement, parce qu'il veut s'investir ici auprès de nous, de prendre ce poste de general manager. Et donc on est en train de travailler sur ce sujet-là. Ouais. Donc vous avez en tête peut-être un prochain coach déjà pour la saison prochaine ? Pas encore, on a quelques candidatures, c'est un peu tôt. Mais on a quelques belles candidatures et donc on va choisir la personne la plus adaptée par rapport à notre projet. Nouvel entraîneur donc, et puis aussi sûrement des nouveaux joueurs, et puis des départs. Est-ce que Nicolas Seferiadis, on peut déjà donner quelques noms de joueurs qui ne seront plus sous les couleurs du LSVB la saison prochaine ? Alors c'est un peu tôt parce qu'on est en discussion justement pour certains renouvellements. Mais il faut savoir qu'il y a 5 joueurs qui de toute façon sont sous contrat. Alors, en tout cas, on veut garder une ossature pour pas commencer à zéro comme l'année dernière, on n'avait que Greg Le Sort. L'idée c'est vraiment de garder ce noyau collectif et puis de construire autour plutôt. Si on reste sur la même dynamique et qu'on commence la saison avec la même dynamique que cette fin de saison, ah oui, on peut être ambitieux, ouais, pourquoi pas. Les ambitions justement, est-ce qu'elles sont déjà définies pour la saison prochaine, 2024-2025 ? Qu'est-ce que vous souhaiteriez faire justement de ce club, Nicolas ? Avoir l'opportunité d'aller chercher les playoffs. Pour une première fois, ça serait bien. Maintenant, on sait que c'est du sport et il n'y a rien d'écrit. On a les moyens d'y arriver, mais bon, après, encore une fois, je vous le dis, il y a quand même une part de réussite. On espère être plutôt en poule haute qu'en poule basse, comme je pense beaucoup de clubs. Voilà pour cet entretien à retrouver en intégralité demain. Vous avez tout dit, Aurélien, sur tvondé.fr et dès demain matin après la matinale. Allez, on revient au cyclisme avec vous, Simon, avant de reparler de cyclisme féminin avec nos invités du club de La Roche-sur-Yon. On s'intéresse un peu aux résultats masculins, mais avant ça, un mot sur la Route vendéenne, 2e édition cette année. Effectivement, la présentation était mardi dernier. On va en voir quelques images de cette 2e édition de la Route vendéenne, course élite nationale. 3 jours de course, 4 étapes, en passant par Chavagne, Empaillé, La Réorte, Mortagne-sur-Sèvre, Cugan, avec un contre-la-montre individuel, un contre-la-montre par équipe, mais également 2 courses en ligne. Il y aura 24 équipes au départ, dont 2 vendéennes, le Team LNP La Roche Vendée Cyclisme et Vendée U, 144 coureurs. L'organisation qui a encore dû faire des choix au niveau des équipes, comme nous l'explique Jacques Philippot. On est victime de notre succès. Il est vrai qu'on est à une dizaine, 10-12 jours des championnats de France. Les équipes ont besoin de courir, mais on avait plus de 35 demandes, voire une quarantaine même, à une certaine époque. Donc, il y en a qui sont désistés et d'autres, il a fallu faire des choix draconiens. Donc, on a, je pense, réalisé comme il se doit. On a un petit peu, privilégié la hiérarchie du cyclisme national, à savoir une N1, N2, N3. Allez, rapidement, quelques résultats du team Total Energy tout d'abord. Oui, une saison compliquée pour la formation vendéenne pour l'instant, malgré la belle victoire de Jason Tesson sur la route Tourangelle, trophée Centre-Val de Loire. Ils ont un petit peu de mal encore à aller chercher une belle victoire au sein de la formation de Jean-René Bernaudot. Il faut dire aussi qu'il y a eu pas mal de chutes ces dernières semaines. On pense à Pierre Latour, qui a eu 2 côtes fracturées, et surtout à Steph Kras, victime d'une très grave chute sur les routes du Tour du Pays Basque. L'effectif un peu meurtri de la formation vendéenne qui espère se rattraper très prochainement, notamment sur le Tour de France. Pour le Vendu, en revanche, un peu plus de victoires et de podiums. Pour le Vendu, un peu plus de victoires, 6 depuis le début de la saison, 17 podiums. La formation donc, qui évolue en National 1. Certes, ce n'est pas l'année la plus prolifique pour l'équipe Vendée, mais néanmoins des beaux résultats, notamment par les 2 Vendéens de la formation. Benjamin Marais, vainqueur sur le circuit des plages vendéennes au mois de février. Et surtout Lucas Grolier, vainqueur du circuit de la Vallée de la Loire, qui a aussi connu le podium sur Manche-Atlantique. La dernière victoire de l'équipe, c'était le 3 mai dernier à la Ronde de l'Isard avec Sam Maisonneuve. Alors, on va parler d'un sujet un peu plus négatif, on va dire, dans le monde du cyclisme. C'est les accidents, les chutes qui se multiplient sur les courses. Vous avez enquêté, Simon, en compagnie d'Alexandre. Et on fera réagir dans quelques instants nos invités sur ce sujet. Oui, effectivement, des graves chutes de plus en plus régulières dans le peloton professionnel masculin et féminin. On parlait du Tour du Pays Basque récemment, une chute très importante qui a touché des coureurs comme Jonas Vingegaard, le vainqueur sortant du Tour de France, ou encore Remco Evenepoel, le champion belge. Alors, qu'en est-il ? Deuxième partie ce soir, on essaie de comprendre quelles sont les causes de ces chutes.
Parmi les causes avancées des récentes chutes, l'évolution du matériel est souvent évoquée, entraînant une augmentation de la vitesse. Comparaison entre un vélo de 2004 et un vélo de 2024. Outre la forme et l'apparition du tout carbone, un détail est important. Vous avez aussi le freinage des deux vélos qui va changer avec la mâchoire du patin de frein et ici du coup un freinage à disque qui permet aussi une meilleure efficacité. Autre évolution dans ce vélo, c'est que là vous avez un passage de vitesse 100% électronique, même Wi-Fi, puisque vous n'avez pas de câble qui relie les poignées de frein des dérailleurs, que ici vous pouvez voir qu'il y a des câbles partout. La géométrie des vélos a aussi changé, ils sont devenus plus compacts, rapprochant les coureurs du guidon. Mais le matériel n'est pas la seule cause avancée, le comportement des coureurs a aussi évolué. Les athlètes sont de plus en plus égocentrés et que du coup ça impacte leur comportement en course. Ils pensent à eux, à leur pilotage, leur approche de la course et beaucoup moins à leur environnement et aussi à l'intégrité physique du gars à côté qui n'a pas forcément le même maillot ou la même nationalité, etc. Et là aussi, on doit avoir un discours, entre guillemets, sensibilisé sur ça, quoi. La qualité des parcours et des organisations est aussi mise en cause avec une interrogation. Le business prime-t-il sur le sportif désormais ? Certains organisateurs peuvent se voir imposer une partie de leur parcours par leurs partenaires financiers, parfois au détriment de la sécurité. Je vais peut-être jeter un pavé dans la mare, mais je pense qu'en fait, à partir du moment où il y a de l'argent, un maximum d'argent, de l'image, du pouvoir en jeu, on pourra mettre ce qu'on veut en place. Le sportif de haut niveau, l'être humain et ce qui l'encadre, ira toujours vers le risque, vers le plus, le plus haut, le plus loin, le plus fort. La sécurité des cyclistes en course comme à l'entraînement est un enjeu majeur qui nécessite l'effort de tous les acteurs. Il est impératif de trouver l'équilibre entre la recherche de l'excellence sportive et la protection de la vie humaine. La balle est désormais dans le camp des instances internationales du cyclisme. Et le premier sujet, bien sûr, est à retrouver sur notre site tvvendée.fr. Alors, je voyais Sarah qui réagissait notamment à ce sujet. Sarah, est-ce que dans le peloton féminin, aujourd'hui, vous êtes confrontée aux mêmes difficultés que les garçons sur ces chutes, justement ? Bien sûr, il y a toujours des chutes, mais je pense qu'on évolue en fait sur des routes qui sont de plus en plus compliquées, avec des dodanes, des aménagements qui ne sont pas forcément faits pour les cyclistes. Et c'est peut-être ça, en fait, on évolue sur un différent parcours et c'est compliqué. Hein. Il y a des signaleurs qui font très bien leur boulot, mais quand on arrive nombreuses à des grandes vitesses sur certaines portions, c'est compliqué, quoi. Delphine, tu connais bien les deux aspects, à la fois le cyclisme masculin et féminin, pour avoir notamment suivi Jason Tesson. Quel est ton regard aussi sur cette partie-là ? On parle effectivement des aménagements urbains, mais aussi du comportement parfois de certains coureurs, ou aussi des parcours qui parfois sont pas très bien tracés. Ouais, je pense que c'est un ensemble de choses, hein. C'est ce que disait Sarah tout à l'heure. Hein. Maintenant, les aménagements urbains sont pas faits forcément pour les cyclistes. On traverse des bourgs, il y a des chicanes, des dodanes. Des fois, il y a l'état de la route aussi en elle-même. On passe sur des routes qui peuvent être des vrais boulevards et puis tout d'un coup, la course fait qu'on tourne à gauche ou à droite et là, on se retrouve sur des toutes petites routes vraiment rétrécies et remplies de trous. C'est jamais facile. Alors nous, on peut avoir les oreillettes sur certaines courses, donc ça nous permet de prévenir les filles en amont. Mais quand on n'a pas les oreillettes, eh bien, les filles arrivent sur des endroits stratégiques. Si nous, on n'a pas étudié le parcours avant en tant que DS, elles se retrouvent directement face à cette difficulté-là. Donc c'est un ensemble de choses. Et organiser des courses n'est jamais simple. Yannick, tu sais ce qu'il en est, puisqu'en plus de ça, vous allez accueillir à La Roche-sur-Yon, à Saint-Vincent-sur-Graon, le 2 juin prochain, le championnat régional féminin. On va d'ailleurs en voir l'affiche. Là aussi, c'est un rendez-vous important, à la fois pour le club en termes d'événements, mais aussi pour l'équipe, tout simplement. Oui, c'est un rendez-vous important pour nous parce que en faisant la promotion du cyclisme féminin, on se doit aussi d'organiser des épreuves pour elles. Donc on avait l'an dernier organisé la finale de la Route de l'Ouest féminine. Cette année, ce sera le championnat régional féminin. Donc à Saint-Vincent-sur-Garonne, on a la chance à Saint-Vincent de ne pas avoir beaucoup d'aménagements urbains. On est encore privilégié dans ces villages-là. Donc les chutes sont nettement moins importantes, mais c'est un sujet qui est très important. Je pense que la vitesse générale a augmenté et puis le comportement aussi de chacun fait que tout le monde prend un peu plus de risques, quoi. C'est un tout, en fait, les chutes, c'est un tout.
Et au départ, Delphine, il y aura une concurrente de moins pour La Roche. On en parlait juste avant le direct. Marie Dezandes ne sera pas présente. Malheureusement, un petit pépin de santé fait qu'elle risque de louper une bonne partie de la saison. Exactement, oui. Elle était très en forme Loire-les-Distours il y a 3 semaines maintenant. Et à la suite de ça, elle a eu des soucis au niveau de la sensibilité au niveau de sa jambe. Et là, on se dirige malheureusement sur une opération de l'artère iliaque. Donc elle a rendez-vous mi-juin à Lyon pour justement essayer de voir tout ça. Mais oui, pour elle, c'est une saison qui est finie. Donc c'est vraiment une grande perte parce que c'est une chouette fille qui apporte énormément, en tout cas à l'équipe. Donc elle restera avec nous, mais un peu plus dans le staff quand elle sera libre de ses autres occupations, on va dire. Sarah, un mot sur ce championnat régional à Saint-Vincent-sur-Graon. Je suppose que ça fait rêver d'aller chercher le maillot de championne des Pays de la Loire à domicile sur une course organisée par le club. On a tout espoir, je pense que le maillot de championne régionale, ça sera sur les épaules d'une nana de La Roche, ça serait vraiment chouette, mais il y a d'autres concurrentes qui sont là, donc ça va être une belle guerre. Allez, on poursuit avec un mot de voile, puisque dans moins de 2 semaines s'élancera la dernière course qualificative pour le Vendée Globe. C'est la New York Vendée et les Salles. Donc, dernière chance pour certains de faire partie des 40 skippers sélectionnés pour le départ du Tour du Monde en solitaire au mois de novembre. 30 IMOCA seront sur la ligne de départ à New York. Alors, pas vraiment à New York, puisque la ligne sera située à 80 000 des côtes afin de minimiser les risques de collision entre les IMOCA et des animaux marins. 30 IMOCA, c'est 2 fois plus que lors de la première édition en 2016 et les concurrents devraient profiter de vents portants sur cette transatlantique. Il faut donc s'attendre à voir des records tomber. En 2016, le vainqueur Jérémy Bayou avait terminé en 9 jours, 16 heures et 57 minutes. Sur la ligne de départ, on retrouvera de nouveau le skipper de Charal, mais aussi Yannick Bestaven, le vainqueur du dernier Vendée Globe, Manuel Clouzin, Clarisse Kremer, Benjamin Dutreux, Sam Davis, Sébastien Simon ou encore Thomas Ruyant. On poursuit avec les autres rendez-vous sportifs du week-end, Alexandre. Et pour parachever cet agenda sportif, je vous propose un événement d'équitation qui sera à suivre à Esnay. Les cavaliers d'Escam organisent un concours de dressage à partir de 10h. Ce sera lundi et ça se passera à la Basse-Cousset. Un petit mot de pétanque également avec 3 concours organisés ce samedi par la pétanque soulandaise. Inscription possible jusqu'à 14h avant de lancer les premières mènes au boulodrome de Soulan. Du côté des Épaisses, le foyer rural de la commune organise la 42e édition de son rallye automobile. Rendez-vous pris dimanche matin à 8h30 pour le départ rue Georges Clémenceau. Dans un tout autre sujet en judo, le Judo Club Lyonnais organise son tournoi international junior. 300 judokas sont d'ores et déjà engagés pour la journée de samedi. Lancement des premiers combats à 9h à la salle Omnisport de La Roche-sur-Yon. Et puis ultime rendez-vous en course à pied, place dimanche au 31e semi-marathon international des Sables d'Olonne. Départ à 8h, une édition qui sera d'ailleurs complétée par un 10 km qui s'élancera lui un peu plus tard à 10h45. Et pour terminer cette émission, on va tester nos invités et notre expert vélo avec le quiz. Quiz cyclisme, bien sûr, concocté par vous, Alexandre. Bon, on est parti, pas de stress pour ce quiz là, c'est vraiment détente. Simon face à la Roche Vendée Cyclisme. Allez, qui a remporté la 2e édition du Région Pays de la Loire Tour au début du mois d'avril dernier? Chez les garçons. Un coureur d'Easy Post, EF Education, non? Exactement, un coureur Vandenberg, néerlandais. Bonne réponse de Simon. Ouais, Marine, ça peut être que Simon. Marine Vandenberg c'est sur ça. cette 2e édition. Allez, question de rapidité là, je pense. D'où s'élancera le prochain Tour de France le 29 juin prochain? Eh ben à Nice. Eh bien, ce sera à... Mais non, c'est l'arrivée. C'est l'arrivée. C'est l'arrivée à Nice. Et donc, j'ai même plus en tête du coup le Barcelone l'année suivante. Un autre pays que la France. L'Italie. Oui. L'Italie. Florence. Oui. Exactement, bravo à Florence le 29 juin prochain. C'est l'arrivée. Et puis on a appris aussi aujourd'hui le départ du Tour d'Espagne 2026. De quelle principauté? Alors j'ai peut-être donné la réponse. Je sais pas. Principauté, pas très loin de la France. Monaco. Exactement, ce sera Monaco. L'année dernière. Allez, fin avril, quelle équipe a remporté le chrono 47 qui se déroulait le Lot-et-Garonne? Vendée U. C'est le Vendée. Il est beaucoup trop fort. Il est trop fort. Avant de se quitter, il nous reste quelques temps rapidement. Je crois que vous avez un gros programme pour les prochains jours, Delphine. Ouais, on part lundi pour le championnat régional le chrono et ensuite de mardi à vendredi on sera à Bretagne les 10, donc le Tour de Bretagne. Samedi matin on est au Tour de Loire-Atlantique, donc départ à 9h15 de Généton et dimanche route de l'Ouest féminine à côté de Blois.
Donc gros programme à venir pour l'équipe. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Et très bonne saison à vous. Merci. Simon. Merci Aurélien. Récupéré de ce gros rhume. Hein. Merci Alexandre. On se retrouve dès lundi. Mardi. Dès mardi. C'est férié. Mardi, donc Journal des Sports et 85 chrono. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne fin de semaine à toutes et à tous.